Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans mon enfance, j'ai été un gros joueur de jeux vidéo. Et même si je joue beaucoup moins qu'avant, par manque de temps ou d'intérêt, je garde une affection toute particulière pour les jeux qui m'ont marqué. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur BioShock, mais c'est d'une autre saga dont je souhaite parler aujourd'hui, Legacy of Kain. Il s'agit d'une série de jeux vidéo d'action-aventure prenant place dans le royaume de Nosgoth, un univers sombre et gothique. Le premier jeu de la série, Blood Omen, sur PlayStation, a été créé par le studio Crystal Dynamics en 1996. On y incarne le vampire Kain. Sa suite, Soul River, sortira en 1999, toujours sur PlayStation. Le jeu raconte l'histoire de Raziel, qui souhaite se venger de Kain. Soul River 2 et Blood Omen 2 verront le jour sur la PlayStation 2, tout comme le cinquième jeu de la licence, Legacy of Kain Défiance, réunissant les deux héros dans un final épique. Il s'agit probablement de ma série de jeux vidéo préférée, et j'espère vraiment lui faire honneur avec cette vidéo. Sans plus tarder, voici selon moi pourquoi vous devez absolument jouer à Legacy of Kain. Comment vous résumer une intrigue complexe s'étalant sur 5 jeux, en évitant de trop gros spoilers, mais en vous dévoilant tout de même les événements nécessaires à sa compréhension. Pas facile, mais on va essayer. Commençons par le tout premier épisode de la série, Blood Omen. L'histoire prend place à Nosgoth, un royaume dirigé par le Cercle des Neuf, gardien des 9 colonnes, qui se trouve au centre de ce monde. Chaque pilier, avec son gardien attitré, incarne un puissant principe élémentaire, comme le temps ou la mort. Un jour, Ariel, gardienne de l'équilibre, est assassinée de façon très mystérieuse. Cette mort déclenche une série d'événements tragiques qui pourraient bien causer la fin de Nosgoth. Tout ceci nous est raconté dans la scène d'introduction de Blood Omen, mais le jeu fait commencer notre aventure 30 ans après le meurtre d'Ariel. Nous dirigeons Kain, un jeune noble originaire du village de Kuragen. Lors d'une froide nuit d'hiver, et après s'être vu refuser le gîte par un aubergiste, il est cruellement assassiné par une bande de brigands. Cependant, Mortanius le nécromancien et membre du Cercle des Neuf lui offre l'opportunité de se venger en le ramenant à la vie sous la forme d'un vampire. À travers sa quête de vengeance, Kain se retrouvera directement impliqué dans le destin du monde. Il luttera notamment contre la corruption ayant envahi le Cercle des Neuf, rendu instable depuis la mort d'Ariel. Il fera la rencontre de nombreux personnages, comme le mystérieux Oracle ou le puissant Vorador, premier des vampires. En découvrant la vérité sur son propre assassinat, Kain perdra peu à peu toute trace de son ancienne humanité et décidera, lorsqu'il en aura l'occasion, de damner Nosgoth plutôt que de le sauver. Arrive alors Soul River. La vidéo d'introduction est une vraie pépite, et puisqu'elle présente parfaitement le contexte du jeu, en voici un extrait. Kain est un dieu aujourd'hui, une légende. Rares sont ceux qui connaissent la vérité. Il fut mortel lui aussi. Mais sa haine de l'humanité l'a conduit à nous créer, moi et mes semblables. Je suis Raziel, premier-né des lieutenants de Kain, son serviteur durant 1000 années. Aux côtés de mes frères, j'ai vu naître son empire. Ensemble, nous avons formé les légions qui ont soumis Nosgoth. Nos pouvoirs ont évolué. Nous sommes devenus de moins en moins humains, de plus en plus divins. Ici, le joueur incarne donc Raziel, un vampire déchu et transformé en spectre après avoir été plongé pendant 1000 ans dans le lac des morts. Kain, jaloux de sa créature et cause de sa déchéance, devient l'antagoniste principal. Après un millénaire de souffrance, l'Ancien, une puissance obscure, libère Raziel de son calvaire. Il n'est plus qu'un cadavre décharné, condamné à se nourrir des âmes de ses victimes pour survivre et capable de passer de la sphère spectrale à la sphère matérielle. Son unique but désormais est de se venger de Kain. Dans sa quête à travers Nosgoth, il découvre un royaume abandonné, où les vampires ne sont plus que des charognards. Raziel se fraye un chemin jusqu'à ses anciennes terres, constatant que son clan a été anéanti, renforçant sa haine pour Kain. Il retrouve son ancien mentor, siégeant toujours parmi les ruines des colonnes de Nosgoth. Kain assume ses choix et provoque Raziel en dégainant la Soul River, son épée légendaire, capable de dévorer les âmes.
Kain prend l'avantage, mais au moment fatidique, l'épée explose. Kain s'enfuit tandis que Raziel retrouve sa forme spectrale et récupère la Soul Reaver, fusionnant avec elle. En parcourant Nosgoth, Raziel en découvre davantage sur son passé. Aveuglé par la haine, il tient Kain pour responsable de tous les maux, et lorsqu'il atteint enfin le refuge du vampire, il ne pense qu'à une chose, le tuer. Il se trouve alors dans un chronoplaste, une machine à voyager dans le temps, car oui, il y a des voyages dans le temps dans Legacy of Kain. Kain, ne souhaitant pas se battre avec Raziel, décide d'activer le chronoplaste, et les voilà tous deux transportés dans un autre lieu, à une autre époque. C'est ainsi que se termine Soul Reaver. Soul Reaver 2, sa suite, reprend les événements là où il s'était arrêté. Cet épisode est probablement mon préféré, car il a un scénario très dense. Je vais quand même essayer de faire court et de vous spoiler le moins possible. Les voyages à travers le temps et les paradoxes temporels sont au cœur même du jeu. L'exploration des différentes époques permettra à Raziel de mieux comprendre les événements qui ont façonné le Nosgoth dans lequel il a vécu, ainsi que les erreurs et les manipulations qui ont conduit à sa décadence. Les choix moraux auxquels il devra faire face l'inciteront à reconsidérer sa relation avec Kain et son rôle dans l'équilibre de Nosgoth. Si au début du jeu, sa quête principale reste toujours de tuer Kain, il changera peu à peu d'objectif. Sa soif insatiable de curiosité et les découvertes qu'il fera ne cesseront de remettre en question ses croyances. Il mettra même en doute les paroles de l'ancien, qu'il tient pour un parasite plutôt que pour un bienfaiteur. Sans vous en dire trop, la fin du jeu sépare à nouveau Kain et Raziel sans que ce dernier ait pu trouver les réponses à ses questions. On fait ensuite une pause dans l'intrigue principale puisque Blood Omen 2 nous fait revivre les événements qui se sont déroulés entre le premier Blood Omen et Soul Reaver. Il est généralement considéré comme le vilain petit canard de la série. Des graphismes dépassés, un scénario peu intéressant et des mécaniques de jeu répétitives. C'est personnellement l'épisode que j'aime le moins. Kain, devenu tout-puissant, part à la conquête de Nosgoth. Avec l'aide de Vorador, Kain forme une redoutable armée de vampires. Les humains, trop faibles pour lutter, se soumettent les uns après les autres. Cependant, un mystérieux chef, connu sous le nom de Seigneur Séraphéen, rassemble des milliers de guerriers et parvient à détruire l'armée des vampires. Il bat Kain grâce à un artefact magique et le laisse pour mort, lui dérobant au passage son arme, la Soul Reaver. 200 ans plus tard, Kain se réveille en présence d'Uma, une femme vampire, qui lui apprend que le Seigneur Séraphéen a conquis tout Nosgoth, causant la mort de nombreux vampires. Face à cette situation désespérée, les rares rescapés ont formé la Cabale, une résistance vampire. Malgré sa faiblesse, Kain se lance dans une quête vengeresse, souhaitant reprendre le pouvoir et son arme légendaire des mains du Seigneur Séraphéen. Spoiler, il y arrive. Malgré quelques incohérences, le scénario de ce Blood Omen 2 ne bouleverse pas l'intrigue qui nous était racontée depuis le début de la série. Il amène tout de même son lot de nouveautés, notamment l'arrivée d'une nouvelle race d'ennemis, les Ilden, autrefois opposés aux Célestes, les ancêtres des vampires. Le dernier jeu en date de la licence, Legacy of Kain Défiance, fait donc suite à Soul Reaver 2. Il nous fait vivre les trajectoires séparées de Kain et de Raziel, de manière alternée jusqu'à leur retrouvailles. En 2005, date de la sortie de Legacy of Kain Défiance, la saga compte déjà des dizaines d'heures de jeux et de cinématiques à son actif. Aussi, décider de s'y plonger sans avoir joué aux opus précédents, c'est risquer de n'y pas comprendre grand chose. C'est pourtant avec ce jeu que j'ai découvert la série. Et j'ai adoré. Kain et Raziel poursuivent leur quête à travers différentes époques de Nosgoth. Kain tente de retrouver Raziel, tandis que ce dernier cherche à s'émanciper de l'ancien. En effet, au début du jeu, Raziel est piégé dans le monde spectral, mais parvient à s'échapper et à revenir dans le monde matériel. Il y réalise que plusieurs siècles se sont écoulés depuis sa dernière rencontre avec Kain. Les deux protagonistes seront donc amenés, en des lieux et des époques différentes, à dénouer les nombreux complots qui se trament. Après s'être retrouvés puis séparés à nouveau, Kain et Raziel réalisent l'importance de leur lien et de leur rôle dans le destin de Nosgoth. Difficile d'en dire davantage sur l'histoire extrêmement riche et complexe de la saga Legacy of Kain. Il serait vraiment dommage de vous gâcher le plaisir de la découverte en vous spoilant les nombreux retournements de situation et autres révélations qui parsèment l'intrigue de cette série. Aussi, je n'ai fait que survoler les éléments de scénario des différents jeux, et je vous invite à vous plonger dans cet univers pour comprendre pleinement tous les tenants et les aboutissants de cette histoire.
Les jeux Legacy of Kain possèdent chacun une ambiance et une atmosphère qui lui est propre. Cependant, ils ont tous en commun de situer leurs événements dans le royaume de Nosgoth, un univers gothique, sombre et teinté de nombreuses inspirations médiévales fantastiques. Pour essayer d'y voir plus clair, je vous propose de traiter cette section dédiée à l'univers de Legacy of Kain en 2 sous-parties. Tout d'abord, et c'est pour moi l'un des principaux atouts de la franchise, sa direction artistique. Nosgoth est un monde dans lequel vivent à la fois des humains et des vampires. 2 races antagonistes, dont les besoins et les envies se traduisent par des architectures différentes qui doivent cohabiter au sein d'un même univers. Il y en a un parfait exemple dans Soul River, avec la citadelle humaine. À cette époque, Nosgoth n'est plus qu'un monde aride dans lequel la plupart des humains ont été soit massacrés, soit soumis aux vampires pour leur servir de bétail. La citadelle humaine est en réalité l'un des derniers bastions de la résistance humaine, et pour cause. Elle est située en hauteur car les vampires ne peuvent pas voler, contrairement à leurs ancêtres les célestes. Les architectes avaient fortifié la ville en pensant aux vampires, mais ils n'avaient pas prévu l'arrivée d'une créature telle que moi. Par ailleurs, la citadelle est entourée de douves remplies d'eau. Or, il est précisé à plusieurs reprises dans la série que l'eau est nocive pour le vampire. L'eau a le même effet que l'acide sur un vampire. Il fallait que je trouve un autre passage. La citadelle séraphéenne de Soul River 2 est également protégée par des douves. Petit détail supplémentaire qui montre la minutie des développeurs. Lorsque vous vous baladez dans la citadelle, vous pouvez croiser des humains, tout à fait inoffensifs. Selon votre attitude, passive ou agressive, ils vous considéreront comme leur sauveur, en se mettant à genoux devant vous, ou bien ils fuiront devant vous, pensant que vous êtes un démon impitoyable. Faire coexister humains et vampires dans des lieux proches représente un défi ardu pour les concepteurs, car il est bien connu que les seconds cherchent à bouffer les premiers. Il serait incohérent de créer des lieux dans lesquels le joueur pourrait rencontrer et vampires et humains sans qu'aucun conflit ne soit jamais mentionné. Heureusement, les rapports humains-vampires dans Legacy of Kain sont intelligemment conçus. Les vampires chassent les humains pour se nourrir, et les humains craignent logiquement les vampires, car ils sont trop faibles physiquement pour les combattre. Dans Soul River 2, par exemple, une cinématique fait mention du légendaire vampire Janos Odron, connu pour sa cruauté. C'était donc le légendaire Janos Odron, l'un des plus anciens et des plus diaboliques vampires censés avoir foulé cette terre. Les légendes juraient qu'il vivait au faîte des montagnes hyperboréennes de Nosgoth et qu'il terrorisait les habitants des vallées. Son règne de terreur s'acheva quand les Séraphéens l'acculèrent et arrachèrent son cœur noir, encore palpitant. Les vampires vivent le plus souvent à l'écart des villes humaines. C'est le cas de Vorador, décrit comme un hédoniste décadent. Il vit dans son manoir, perdu dans la forêt noire de Termagant. Il se divertit en torturant de pauvres humains et ne semble guère se préoccuper des affaires du monde. C'est un très bon exemple de level design intelligent. Le manoir de Vorador, que l'on peut visiter dans Blue Domain et dans Défiance, nous en apprend énormément sur la psychologie du vampire, asocial et misanthrope. Idem pour la retraite de Janos, creusée dans la montagne et rendue inaccessible aux humains. Non pas parce qu'il en a peur, mais parce qu'il souhaite lui aussi rester à l'écart du monde. Faisant partie de l'ancienne race des Célestes, ses goûts en matière d'architecture et d'ornement sont encore très purs, très lumineux, comparés à ceux des vampires, beaucoup plus gothiques et sombres. Nosgoth est aussi un monde qui évolue au fil des siècles, et on a pu voir juste avant que dans Legacy of Kain, on a l'occasion de voyager à différentes époques. Dans Blue Domain, Nosgoth n'est pas encore le désert aride qu'il deviendra dans Soul River. Les humains sont encore nombreux, vivent dans des villes et des villages, et exercent des métiers comme forgeron, tavernier ou aubergiste. Bien sûr, tout n'est pas rose, et certaines cités se font la guerre. D'autres sont touchées par la peste, mais dans l'ensemble, il y a de la vie. Dans Soul River, les humains ont presque tous été exterminés. Le ciel est recouvert d'une épaisse brume car les vampires craignent le soleil. Les colonnes sont brisées, le monde semble mort, sans flore ni faune, hormis des monstres, des vampires ayant muté. Ils sont les descendants des frères de Raziel, partis se terrer aux confins de Nosgoth, au sommet d'une cathédrale ou sous l'eau dans les restes d'une abbaye engloutie. À la fin du jeu, Kain et Raziel sont transportés à une époque lointaine, peu avant la naissance de Kain. Raziel y découvre un tout autre Nosgoth. J'émergeais enfin pour contempler la gloire passée de Nosgoth, ses étendues gorgées de vie et de luxuriance.
Je sus alors que je n'avais connu jusque-là que l'aride carcasse de ce monde, l'odieux reflet d'un Osgoth dont l'exubérante vigueur avait été drainée par le vampirique empire de Kane. Ce que je contemplais, Kane avait choisi de le sacrifier sans scrupule pour préserver sa terne vie et sa vertigineuse ambition. Au fil de ses voyages dans le temps, Raziel aura l'occasion de redécouvrir des lieux sous différents aspects. En hiver, dans un passé encore plus lointain, ou en pleine nuit dans le futur. Soul Reaver 2 nous permet aussi d'explorer des forges élémentaires aux inspirations multiples et variées. La forge de la lumière s'apparente à un ancien temple égyptien, avec ses grandes colonnes et ses statues. L'architecture de la forge d'air peut, elle, s'apparenter à l'architecture des civilisations précolombiennes, comme les Mayas ou les Incas. Le sang et les sacrifices humains y ont d'ailleurs une importance cruciale. Bien plus proches de nous, les cathédrales françaises et leur style gothique ont également servi d'inspiration aux développeurs pour concevoir de magnifiques environnements. Blue Domain 2 est un cas à part, car sa direction artistique tranche avec le reste des jeux de la série. En effet, là où le premier Blue Domain et les Soul Reaver présentaient des environnements gothiques, s'inspirant d'une esthétique médiévale, Blue Domain 2 adopte un style plus urbain et industriel. Le jeu se déroule dans une version futuriste de Nosgoth, où la technologie prend une place importante et dans lequel les villes se sont développées. Ruelles sombres, usines, égouts, les niveaux de Blue Domain 2 n'ont plus grand chose à voir avec les décors fantastiques des précédents jeux de la série. La palette de couleurs utilisée est assez terne, ce qui participe à donner au jeu une ambiance plus oppressante et lugubre. Cette différence dans la direction artistique de Blue Domain 2 peut être attribuée au changement de studio de développement. Legacy of Kain Defiance revient sur des bases disons plus classiques, et nous fait revisiter des lieux bien connus de la série, notamment de Blue Domain. Le cimetière, le manoir de Vorador et la cathédrale d'Avernus peuvent être revisités dans Défiance, tout comme la forteresse séraphéenne de Soul Reaver 2 et bien évidemment les colonnes. Malgré ces redites, on ne se lasse pas d'admirer ces décors grandioses et superbement modélisés. Notez d'ailleurs la présence insolite de tableaux de Rembrandt dans la forteresse séraphéenne. Pour finir sur les environnements, mentionnons tout de même le monde spectral dans lequel peut évoluer Raziel. Les couleurs de cette dimension sont généralement froides, bleutées ou verdâtres, donnant au monde de Nosgoth une ambiance encore plus sinistre et angoissante. Les spectres qui peuplent cet univers sont représentés sous une forme semi-transparente, éthérée, renforçant leur nature surnaturelle. Le monde spectral offre une vision alternative et déformée des lieux que Raziel traverse dans le monde matériel. Les éléments architecturaux, grandioses et majestueux, y apparaissent totalement déformés. Ce contraste visuel renforce le sentiment de désolation et de perte qui imprègne le monde spectral. En plus de sa direction artistique, ce qui fascine dans l'univers de Legacy of Kain, c'est sa mythologie. Les aventures de Kain dans Blue Domain se déroulent dans un monde qui lui préexiste. De nombreux événements ont déjà marqué l'histoire de Nosgoth, bien avant la naissance de Kain. Heureusement, les voyages dans le temps nous permettent de revivre et même de participer à ces moments cruciaux. Essayons d'y voir un peu plus clair. Dans des temps très anciens coexistaient trois races. Les Célestes, à l'allure très noble et pourvue d'ailes, les Ilden, des créatures extrêmement intelligentes, et les humains. Un conflit éclata entre les Ilden et les Célestes, probablement à l'initiative de ces derniers. Il s'agissait d'une guerre de religion, puisque les Célestes, qui croyaient en un dieu supérieur, cherchèrent à convertir les Ilden. S'ensuit d'effroyables batailles et la défaite des Ilden qui furent bannis dans la dimension démoniaque par leurs ennemis. Leur exil fut scellé par la construction des colonnes. Mais juste avant leur bannissement, les Ilden eurent le temps de maudire les Célestes, les rendant stériles et assoiffés de sang. Devenus immortels, ils furent incapables de répondre aux désirs de leur dieu, maître de la roue du destin. Désespérés, les Célestes furent pris de folie, et nombreux d'entre eux attentèrent à leur jour. Les humains profitèrent de voir les Ilden bannis et la population vampirique décroître pour se développer et construire de nombreuses villes. Ils prospérèrent tant et si bien que les colonnes, choisissant leurs gardiens dès la naissance, abandonnèrent elles aussi les vampires au profit des humains. Toute cette histoire, se déroulant sur des centaines, voire des milliers d'années, nous est contée dans les différents jeux. Le joueur en prend connaissance en même temps que le personnage, en observant notamment des fresques, des vitraux ou des peintures murales. Il peut arriver que ces éléments ne soient pas cachés, mais la plupart du temps ils se trouvent dans des lieux très anciens, des temples ou des forges vampiriques, ce qui renforce ce sentiment de découverte. À la voir, on devinait que cette porte était condamnée depuis des siècles. Je réalisais que ma présence n'était pas une coïncidence.
Cette figure à la peau bleue, aux mains trifides, si semblable à moi, et cette clé. On prend plaisir à explorer ces ruines. On forme des hypothèses dans l'attente que Raziel nous fasse part de ses propres interrogations. Et la Soul Reaver, la légendaire épée de Kain qu'il trouve dans Blood Omen et dont le destin est fortement lié à celui de Raziel. Si elle n'est pas un élément central dans l'intrigue de Blood Omen, elle prendra de plus en plus d'importance au fur et à mesure des épisodes, capable même de créer des paradoxes temporels. À la fois épée physique et lame spectrale, on en apprendra davantage sur son histoire. Par qui a-t-elle été forgée et dans quel but? Comme pour le scénario des jeux, difficile de vous en dire beaucoup plus sans éviter les spoils. Je pense tout de même avoir donné une présentation fidèle de l'univers Legacy of Kain. La série Legacy of Kain présente une large galerie de personnages hauts en couleur, qui chacun tente, à sa manière, de tirer son épingle du jeu dans cet univers violent. Ces personnages bénéficient d'un traitement complexe et d'une évolution narrative fascinante. C'est évidemment le cas de Kain, le personnage principal des deux Blood Omen, et partageant la vedette avec Raziel dans le dernier épisode de la série. Il est le seul personnage à apparaître dans chacun des 5 jeux. La toute première scène jouable, c'est l'assassinat de Kain, alors âgé d'une trentaine d'années. Il est issu d'une famille noble, comme peuvent en témoigner son langage, ses habits, mais aussi la richesse de son mausolée. Ressuscité sous la forme d'un vampire, il profitera de ses nouveaux pouvoirs pour se venger de ses meurtriers. Sans trop d'état d'âme, il ne tardera pas à se repaître du sang d'humains innocents. Pourtant, Kain se pose des questions. Sur son avenir bien sûr, mais également sur la nature de son nouvel état vampirique. Bénédiction ou malédiction. Après avoir accompli sa vengeance, il se désolera de devoir passer le restant de ses jours ainsi. Mais ses différentes rencontres et ses désillusions le pousseront à relativiser et même à accepter sa condition. Il devient alors, à une époque où les jeux vidéo se contentent de nous faire jouer les gentils de l'histoire, un véritable anti-héros, belliqueux et caractérisé par sa soif de pouvoir. Le destin du monde, il s'en fout. Le jeune Kain qu'on dirige dans les Blood Omen ne pense qu'à lui et désire soumettre les autres à sa volonté. Mais, au fil des siècles et malgré les apparences, Kain prend conscience de son rôle crucial dans le destin du monde. Il passe d'un leader égoïste et cruel à un personnage beaucoup plus nuancé dont les actions sont réfléchies. Kain est confronté à des choix moralement ambigus et doit jongler entre ses propres intérêts et ceux du monde entier. Il cherche à réparer ses erreurs passées et ressentira même parfois une certaine culpabilité pour les conséquences de ses actes. Je pense notamment au sacrifice qu'il refuse de faire à la fin de Blood Omen, ou à l'exécution de Raziel au début de Soul Reaver. Je savais ce que présageait cet instant dans l'histoire de Nosgoth, car cet événement avait changé à jamais mon existence tout entière. Il avait forgé mon destin, refusant le sacrifice, donnant les colonnes et bâtissant mon empire maudit sur leurs ruines. J'allais invoquer les prêtres séraphéens pour en faire mes lieutenants et envoyer un jour le plus fort d'entre eux, Raziel, dans l'abysse, abattant ma dernière carte contre le destin. Mais en fin de compte, cela a-t-il fait une différence? Ai-je mal interprété les signes comme Moebius le disait? Dans mon arrogance, ai-je échoué dans ma quête? Cette évolution du personnage de Kain lui confère une réelle profondeur émotionnelle. Et pourtant, elle nous est principalement montrée durant les cinématiques de Soul Reaver 2, jeu dans lequel nous n'avons pas accès à ses pensées, puisque nous y contrôlons Raziel. Raziel, parlons-en. Il est généralement le chouchou des fans de la série, et on les comprend tant ce personnage est fascinant. 2 caractéristiques peuvent selon moi expliquer cela. Tout d'abord, son ignorance. A l'instar du joueur, Raziel ne connaît presque rien de l'histoire de Nosgoth, et la découvre en même temps que celui-ci. Raziel fait preuve d'une insatiable curiosité, et chaque révélation l'amène à se poser toujours davantage de questions. Mais cette ignorance entraîne également une grande naïveté. Étranger au secret de son univers, Raziel se fait manipuler par tout un tas de personnages, tombe dans des pièges et réalise parfois des actions qui vont à l'encontre de ses objectifs. Sans repère, il se trompe fréquemment de mentor. Négligé par Kain, il se tournera successivement vers l'Ancien, Moebius, Vorador et Janos.
On ressent énormément d'empathie pour ce héros, qui oublie vite sa quête de vengeance pour tenter de savoir qui il est réellement, et quelle est sa place dans le monde. Bien sûr, les dilemmes moraux auxquels doit faire face Raziel ne suffisent pas pour expliquer son succès auprès des fans. Son design très particulier reflète la volonté des créateurs de rendre le personnage attachant. Il était le fils prodigue, le premier-né des lieutenants de Kain, et probablement son favori. Surdoué, il dépassa même son maître, ce qui lui valut d'être jeté dans le lac des morts. Il endura des souffrances inimaginables pendant près de 1000 ans pour finalement se réveiller, le corps décharné et totalement difforme. Tout au long de la saga, son aspect cadavérique nous rappelle le cruel supplice qu'il a dû supporter. Niveau empathie, ça se pose là. Kain et Raziel sont les héros de la série, mais ils ne sont pas les seuls personnages. Certains apparaissent dans plusieurs opus et bénéficient donc d'un développement particulièrement soigné, tant dans leur design que dans leur caractère. C'est le cas par exemple de Vorador. Quand Kain le rencontre pour la première fois dans Blood Omen, il lui laisse l'image d'un vampire sadique et brutal, sans aucune pitié pour le genre humain et ayant choisi de passer son temps libre à satisfaire ses désirs les plus malsains. Sans lui trouver d'excuses, il faut dire qu'il a assisté pendant des siècles au lent déclin de sa race et à la mort de tous ses compagnons. Les sbires de Moebius cherchent à l'éliminer car il est l'un des derniers vampires. On le voit très bien dans Soul River 2 et Défiance, lors de ses discussions avec Raziel. Il est désabusé et ne cherche plus à s'immiscer dans les affaires du monde. C'est également le cas de Janos Odron, le mentor de Vorador et le dernier d'une race depuis longtemps éteinte. Niché dans son refuge, il attend depuis des siècles la venue du Messie, annoncé par les anciennes prophéties. Endurant par devoir une solitude extrême, il se différencie de Vorador par son optimisme et son abnégation. Loin d'être le vampire sanguinaire mentionné par les humains, Raziel comprend vite que la propagande séraphéenne est passée par là, faisant passer l'ange pour le démon. Sa pureté d'âme, sa beauté angélique et ses discours pacifiques achèvent de faire de Janos Odron le personnage le plus noble de la saga. Il semblerait que le genre humain ne t'ait apporté que tourments et douleurs. Tu dois les haïr. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent comprendre, et ils méprisent ce qu'ils craignent. Mais je ne les hais point. Janos n'est pourtant pas exempt de défauts. Sa croyance aveugle dans les prophéties et son incompréhension de ce que représente Raziel le poussent parfois à de mauvais raisonnements. C'est ce que j'aime dans cette saga. Même les personnages les plus vertueux peuvent se tromper. Ils ne sont pas parfaits. Ariel en est un bon exemple. Ses intentions ne sont pas mauvaises, mais sa condition de fantôme, condamné à hanter les colonnes pour l'éternité, altère la pertinence de son jugement. Elle ne pense qu'à son sort, et peu informée des complots qui se trament, elle reste persuadée que seule la mort de Kain pourrait la délivrer de sa prison. Ariel apparaît plusieurs fois dans la série, mais elle n'évolue pas. Son caractère et ses motivations sont les mêmes, dans le premier comme dans le dernier épisode de la série. Ce n'est pas un problème, puisque cela est parfaitement justifié par sa situation. Parlons un peu des antagonistes. Moebius est l'un des principaux adversaires de Kain et Raziel. Gardien du temps, il connaît le futur et le passé de Nosgoth. Il lui est donc aisé de manipuler les autres, complotant dans l'ombre pour atteindre son but. L'objectif de Moebius est l'extermination totale des vampires. Ses intentions malfaisantes peuvent en partie s'expliquer par des traumatismes passés. En effet, dans sa jeunesse, Moebius fut enlevé par des vampires, arraché à sa famille dans le but de le former comme futur gardien du temps. Mais Moebius obéit également à l'Ancien, dieu des Célestes, le même dieu ayant détourné son regard des vampires, car devenu stérile et immortel. Dans Blood Omen, le gardien du temps agira de concert avec Mortanius, gardien de la mort, pour mener Kain à éliminer les autres membres du cercle. Si les convictions de Moebius ne varient absolument pas, on apprendra dans Legacy of Kain Défiance que Mortanius regrette ses actions passées, qu'il s'est trompé en souhaitant la mort des vampires, et que les humains sont trop faibles pour devenir les gardiens des colonnes. Mortanius a bien compris le rôle des colonnes. Elles permettent de maintenir enfermés les Ilden dans la dimension démoniaque. Mais ce lien faiblit, et Mortanius le sait mieux que quiconque, puisqu'il est en proie à un contrôle mental des Ilden, dont les pouvoirs surpuissants permettent, malgré le bannissement, de soumettre l'esprit. Dans Legacy of Kain, les complots s'accumulent, les trahisons aussi. De puissantes entités œuvrent dans l'ombre, agissent pour des intérêts qui restent impénétrables pour nos héros. C'est le cas des Ilden, mais c'est également le cas d'un être mystérieux, omniscient. Je parle de l'Ancien. L'Ancien Dieu, oui, le Dieu qui a fait de Raziel son ange de la mort.
le dieu qui a abandonné les Célestes, ses anciens fidèles, lorsqu'ils sont devenus vampires. Le dieu qui manipule Moebius. On ne sait rien des origines de l'Ancien. Ses motivations nous sont inconnues, si ce n'est qu'il souhaite que tourne la roue du destin. Chaque âme doit y être ramenée, et c'est pour cela que les vampires, immortels par nature, lui sont devenus détestables. Mais la présence de l'Ancien à toute époque et en tout lieu de Nosgoth a de quoi interroger. Est-il vraiment un dieu ? Ou juste un parasite, comme le pense Raziel ? Tout cela ne serait-il pas une simple question d'appétit ? Quelle touchante ironie. Le plus grand adversaire des vampires serait le plus grand parasite de Nosgoth. Tu joues avec ma patience, Raziel. Je t'ai créé et je peux te détruire si j'en ai le désir. Ton instrument est à l'abri de la mort. Bien des sorts sont pires que la mort, Raziel. J'ai compris ce que tu es, une gangrène, un parasite lové autour des racines de ce monde. Je pense avoir parlé des principaux personnages de la série. Bien sûr, chaque épisode met en avant des personnages en particulier. Les gardiens des colonnes dans Blood Omen, les frères de Raziel dans Soul Reaver, ou encore Uma, la femme vampire, dans Blood Omen 2. Souvent, l'apparition de ces personnages secondaires, même s'ils sont moins développés, servent à faire avancer l'histoire. L'un des aspects les plus remarquables de la série Legacy of Kain, c'est sa narration, complexe et profonde. Dans cette partie, je ne reviendrai pas sur le scénario en lui-même, car nous l'avons déjà évoqué en début de vidéo. Je vais plutôt m'attarder sur les éléments qui rendent cette intrigue fascinante à suivre. Commençons par les thèmes qui sont abordés tout au long de la série. Le plus important, sans aucun doute, c'est le libre arbitre. Kain et Raziel sont souvent confrontés à des choix difficiles qui influencent leur propre destinée ainsi que celle du monde qui les entoure. Du moins, c'est ce qu'ils pensent au début de leur aventure, avant de se rendre compte que, quoi qu'ils fassent, les événements tournent toujours en leur défaveur. Pensant agir au mieux, nos deux héros commettent parfois des actions qui vont à l'encontre de leur objectif. Ils sont naïfs et c'est normal. Dans Blood Omen, Kain, un jeune aristocrate de 30 ans qui n'a rien demandé, se fait salement trucider et renaît sous la forme d'un vampire, immortel et assoiffé de sang. Tout ceci en l'espace de quelques heures ou quelques jours tout au plus. On peut comprendre qu'il soit à la recherche de repères et qu'il suive aveuglément les conseils de ses différents mentors, Mortanius, Ariel et Moebius. À partir de Soul Reaver, je rappelle que plus de 1000 ans ont passé, Kain fait preuve d'une toute autre sagesse. Il a eu le temps d'accumuler énormément d'expérience depuis sa résurrection en vampire. Il devient même très méfiant, peut-être un peu trop, et ne fait confiance qu'en lui-même pour parvenir à son but. Raziel a un parcours un peu similaire à celui de Kain. Dans sa vie de vampire, il se contente vraisemblablement de suivre les ordres, sans curiosité aucune. Mais tout comme son créateur, il va devoir renaître, réapprendre, trouver des réponses. À l'instar de Kain, Raziel fera confiance à de nombreux personnages, souvent mal intentionnés, et qui lui feront perdre beaucoup de temps dans sa quête. Lui, plus que tout autre, se demandera s'il possède réellement son libre arbitre, s'il est pleinement responsable de ses actes et de ses choix. Ce thème soulève des questions philosophiques sur la notion de destin et de la capacité à changer son propre sort. Il est fortement lié à un autre sujet majeur de la saga, les voyages dans le temps. Ils apparaissent dès le premier jeu et seront pour la plupart la cause ou la conséquence des actions de Moebius. Le gardien du temps a le pouvoir de lire l'avenir. Il connaît déjà le futur de Nosgoth, celui de Kain et même les circonstances de sa propre mort. Ayant ces éléments en tête, il tentera de manipuler les différents personnages pour parvenir à ses fins. De très nombreuses œuvres ont traité des voyages dans le temps. Mais la subtilité de Legacy of Kain, c'est que ces voyages sont déjà prévus, et chaque ligne du temps les incorpore. Kain et Raziel pourraient voyager à l'infini dans le passé ou dans le futur de Nosgoth, cela ne changerait absolument rien. Leur destinée reste la même. Dans cet univers, le temps, ou la chronologie, est capable de s'adapter au moindre événement. Tu dois comprendre. Notre présence n'altère en rien l'histoire. Nous sommes réunis car nous le devons. Nous nous rencontrons toujours ici. L'histoire est inflexible. Jette un rocher dans un torrent, l'eau le contourne comme s'il n'avait jamais existé. Nous sommes des cailloux, Raziel. Nous avons encore moins l'heure de détourner le cours du temps.
Le courant est tout simplement trop fort, Raziel. Dans Soul Reaver, Moebius est mort depuis longtemps, et Kane règne en maître sur Nosgoth. Il connaît l'emplacement d'un des chronoplastes, une machine permettant de voyager dans le temps. On peut penser qu'il l'a utilisé à de nombreuses reprises pour essayer de changer le passé ou le futur. Malgré ses tentatives, il n'aura jamais réussi à reprendre le contrôle de son destin. Mais, dans Soul Reaver 2, Kane semble avoir trouvé le moyen de détourner le cours du temps. Je ne vous en dis pas plus au risque de vous spoiler. Les voyages dans le temps sont également un bon prétexte pour nous faire visiter Nosgoth dans des époques différentes, nous faire vivre des événements évoqués dans les précédents jeux, ou encore rencontrer des personnages morts depuis des siècles. Mais Legacy of Kain, c'est aussi et avant tout une histoire de vengeance. Elle est la motivation première de beaucoup de personnages. Kain, tout d'abord, qui accepte de perdre son humanité et de renaître sous la forme d'un vampire, uniquement pour se venger de ses meurtriers. Raziel, bien sûr, qui cherche à faire payer Kain pour la torture qu'il a endurée pendant des siècles. Mais aussi Moebius et Mortanius, ayant gardé rancœur envers les vampires. D'autres thèmes sont abordés dans Legacy of Kain. La corruption, la rédemption ou encore la trahison. Ils sont mis en valeur à travers des dialogues léchés et une écriture mature. Désires-tu donc l'absolution que tu donnas aux survivants du cercle? Tu les as massacrés pour sauver les colonnes, et pourtant tu as reculé devant l'ultime sacrifice. Pourquoi t'épargner, Kain? N'es-tu pas le dernier? Tu me condamnes simplement parce que j'entends finir ce que tu n'as pas eu le courage d'achever? Fille de cet étalage moraliste, nous connaissons tous les deux le manque d'altruisme de ta démarche. Une téméraire hargne t'a guidé, je l'avais prévu ainsi. N'aie pas honte, Raziel. La vengeance est noble, au moins est-elle sincère. Et moi, Raziel, mais fais-le honnêtement. La richesse du vocabulaire utilisé s'explique par la noblesse ou l'importance des personnages. Kain est un aristocrate. Raziel fut de son vivant un grand chevalier. Mortanius, Moebius et Ariel ont été élevés pour devenir dignes de leur fonction de gardiens. Yanosodron et Vorador sont âgés de plusieurs millénaires. Et l'ancien, c'est un dieu. Les interactions entre ces différents personnages donnent lieu à des dialogues extrêmement profonds, presque philosophiques. Le joueur est immergé dans une histoire captivante. Ce ne sont plus les cinématiques qui viennent couper les sessions de jeu, mais l'inverse. On progresse dans l'aventure car on a envie d'en savoir plus sur l'univers de Nosgoth et sur la destinée des personnages qu'on incarne. Ces derniers, bien qu'ils adoptent tous un langage soutenu, ne sont pas des copies pour autant. Kain et Raziel auront beaucoup l'occasion de monologuer tout au long de la série. Dans Blood Omen, Kain nous est présenté comme un personnage pessimiste, du moins après sa transformation en vampire. Il ne cesse, pour notre plus grand plaisir, de ressasser des idées noires. Plus rien ne l'intéresse hormis sa quête principale, et lors de son périple à travers Nosgoth, il se contente de décrire le monde tel qu'il le voit, ni plus ni moins. Il nous fait part des pires horreurs avec un flegme pour le moins étonnant. La mort et la maladie régnaient dans les rues. Les cadavres gisaient, la plupart à l'endroit même où ils avaient rendu l'âme. Un parfait retour au sol. Raziel, quant à lui, est beaucoup plus curieux. Ses monologues commencent souvent par des interrogations. Qui? Comment? Pourquoi? Ce travail d'écriture est évidemment à mettre au crédit des scénaristes, et en particulier à Amy Hennig, à qui on doit d'avoir imaginé toute cette histoire. Bravo madame. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo sur Amy Hennig, car je trouve son travail remarquable. Dites-le moi dans les commentaires. Bien sûr, le succès de Legacy of Kain ne doit pas qu'à une seule personne. Et là, je vais parler des doubleurs, car ils sont selon moi, et selon l'avis de la plupart des fans, en grande partie responsables de notre attachement à cette licence. Le doublage français est si réussi qu'il est reconnu comme étant encore meilleur que le doublage original en anglais. Et pourtant, ce dernier est très apprécié des anglophones. Vous avez pu l'entendre depuis le début de cette vidéo, grâce aux extraits de cinématiques, que le doublage des personnages bénéficie d'un travail admirable. Je trouve que les comédiens ont su capter avec brio les traits de personnalité des personnages et les transmettre avec une grande justesse. Le choix des voix françaises a permis de rendre les dialogues encore plus percutants et mémorables. Citons entre autres la performance de Benoît Alman, qui s'occupe de jouer à la fois Kain et l'ancien dans les deux Soul Reaver, puis uniquement Kain dans Blood Omen 2 et Défiance. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit également de la voix française de Morgan Freeman.
Ce symbole était sans nul doute d'origine vampirique et était conçu pour augmenter le pouvoir de la River. Il le faisait passer au beau milieu de la tour Wayne, le long des circuits de distribution d'eau et de courant. Il avait fait de la tour Wayne le centre officieux de Gotham City. Son timbre de voix unique donne à Kane une présence charismatique et puissante. Les intonations profondes et théâtrales de Benoît Alman contribuent à renforcer l'aura du personnage. Raziel est doublé par le talentueux Bernard Lano. Sa voix est particulièrement adaptée au personnage de Raziel, qui est un être tourmenté, capable d'introspection. Raziel est à mon sens le personnage le plus sensible de la série, et Bernard Lano parvient avec une grande finesse à nous faire passer plein d'émotions variées et intenses, passant de la haine à la tristesse en passant par la colère. Les autres personnages bénéficient eux aussi de doublage de qualité. Chaque acteur a su apporter sa propre interprétation au rôle qui leur était confié, créant ainsi une galerie de voix mémorable et distinctive. Enfin, et c'est peut-être mon chauvinisme qui parle, mais je pense que la langue française permet une plus grande précision dans le choix des mots. Les comédiens français peuvent donc faire preuve de justesse et toucher d'encore plus près les émotions voulues par les scénaristes. Les musiques des jeux Legacy of Kain jouent un rôle essentiel dans l'immersion des joueurs dans l'univers sombre et captivant de la série. Composées avec soin et talent, ces musiques contribuent à l'atmosphère unique et à l'expérience émotionnelle des jeux. Les compositions sont variées, allant de mélodies envoûtantes à des thèmes plus intenses et dramatiques. Les pistes musicales sont soigneusement adaptées aux différentes situations de jeu, que ce soit lors des scènes d'action, des phases d'exploration ou de moments narratifs. Par exemple, dans les jeux Soul Reaver, chaque niveau possède son thème musical, lui-même décliné en plusieurs versions. Exploration, danger, combat. C'est un excellent moyen de faire comprendre aux joueurs la situation dans laquelle ils se trouvent, en plus de bien identifier chaque zone de jeu. Le design de chaque niveau est en adéquation avec l'histoire qui nous est racontée, les personnages que nous pouvons y rencontrer. Eh bien, la conception des musiques a dû répondre au même souci de cohérence. Ainsi, le thème du refuge de Janos dans Soul Reaver 2 est très épuré et nous fait ressentir, grâce à des notes bien choisies, la noblesse et l'ancienneté des lieux. Il en est de même pour les forges élémentaires, essentielles à Raziel pour augmenter le pouvoir de son arme. Les musiques sont très calmes car dans ces zones l'accent est mis sur l'exploration et la résolution d'énigmes. Au contraire, des compositions beaucoup plus orchestrales ont été choisies pour habiller les moments les plus épiques de la série, comme les combats de boss. J'ai pour ma part un coup de cœur pour la bande-son de Blood Omen, retranscrivant à merveille l'ambiance mélancolique du jeu. Pour terminer sur cette partie, je vous invite à écouter Ozar Midrashim, le thème principal de Soul Reaver, également utilisé dans Défiance. C'est un véritable bijou, et je pense qu'il résume à lui seul le ton et la superbe de la série Legacy of Kain. Legacy of Kain reste avant tout une série de jeux vidéo. Et qui dit jeux vidéo, dit gameplay. On va maintenant parler des différentes mécaniques de jeu qui ont pu participer au succès de la saga. Legacy of Kain, c'est une approche à la fois très simple mais très efficace du genre action-aventure. Concrètement, on pourrait diviser l'expérience de jeu en 3 éléments bien distincts, et qui ne se croisent que rarement dans l'aventure. Premier point, l'exploration. Kain et Raziel vont parcourir et découvrir tout un tas de lieux divers et variés. Des châteaux, des temples, des marécages, des prisons ou encore des cimetières. Ces endroits peuvent servir à faire avancer l'histoire, en nous faisant rencontrer tel ou tel personnage
ou en nous faisant combattre un boss pour récupérer ses pouvoirs. Mais certaines zones peuvent être explorées en profondeur, afin d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de Nosgoth, ou tout simplement pour récupérer des artefacts. Les jeux Legacy of Kain restent cependant assez linéaires, et bien qu'il soit parfois ardu d'y retrouver son chemin, rien ne nous écarte jamais vraiment de la quête principale. Et c'est selon moi un très bon point. Je n'ai rien contre les jeux à monde ouvert, du type Assassin's Creed ou Horizon, mais force est de constater que dans des zones de jeu aussi vastes, notre attention est souvent attirée par des objectifs secondaires, des points d'intérêt dont le but est de nous faire transiter par toutes les régions du monde développées pour l'occasion. Ce qu'on gagne en réalisme, on le perd en intensité puisque l'intrigue est diluée sur des dizaines, voire des centaines d'heures de jeu. Aucun épisode de la série Legacy of Kain ne se termine en plus de 15 ou 20 heures, car toute l'expérience de jeu, même l'exploration, s'attache à nous faire vivre une histoire unique. Pour revenir à l'exploration en elle-même, elle est relativement basique, mais le level design est assez intelligent pour que le joueur ait l'occasion de se servir de toutes les aptitudes de nos deux héros. Kain et Raziel montent en puissance au fil de l'aventure en acquérant des pouvoirs spéciaux. Ces derniers leur permettront de revenir sur leurs pas afin d'explorer de nouvelles voies. Raziel aura comme avantage de pouvoir planer grâce aux vestiges de ses ailes, tandis que Kain saura se transformer en diverses créatures pour franchir les obstacles. Deuxième point, les énigmes. La plupart sont assez simples, voire simplistes. Il suffit de manipuler des interrupteurs, déplacer des caisses contre un mur pour y grimper, ou remettre un objet à sa place. Pour être tout à fait honnête, ces puzzles, lorsqu'ils sont trop longs à résoudre ou trop rapprochés les uns des autres, peuvent s'avérer un peu rébarbatifs. C'est le cas notamment dans Blue Domain 2, où les énigmes consistent le plus souvent à activer ou désactiver le courant de glyphes. Mais tout n'est pas à jeter, loin de là. Raziel est capable de passer de la sphère matérielle à la sphère spectrale, dans laquelle il a ressuscité. Lorsque l'on incarne Raziel, on a la possibilité à chaque instant, et je dis bien à chaque instant, de passer dans la dimension spectrale, un plan immatériel dans lequel les environnements se déforment. Sans parler d'énigmes à proprement parler, ces changements de plan sont la plupart du temps nécessaires pour progresser dans les niveaux. Les éléments du décor se tordent, se rapprochent, s'éloignent, grandissent et parfois même disparaissent. Il est donc possible de se rendre à tout moment dans la sphère spectrale pour observer les changements et vérifier si un nouveau chemin s'est ouvert. Cette capacité permet de rendre les phases d'exploration plus dynamiques. Le joueur se sent investi dans sa partie car il doit faire plus attention à son environnement. Certains passages sont indiqués par le symbole de la sphère spectrale, mais d'autres sont bien plus cachés. Notons aussi que dans le monde spectral, l'eau est aussi légère et impalpable que l'air, ce qui permet à Raziel de s'y déplacer plus librement. Globalement, la nature et les pouvoirs de Raziel me semblent plus adaptés à la résolution de puzzles que ceux de Kain. On le voit très clairement dans Legacy of Kain Défiance, le seul épisode où il nous est possible d'incarner les deux. Les niveaux dans lesquels évolue Raziel sont très ouverts, favorisant l'exploration et la résolution d'énigmes. Le gameplay de Kain sera davantage porté sur les combats. Troisième point, les combats. S'il existe de nombreux jeux vidéo sans aucun combat, la baston, ça reste indispensable pour toucher un large public. Sur ce point, Legacy of Kain ne fait pas exception, et à chaque épisode, les développeurs essayeront de trouver la bonne formule. Blue Domain est le seul jeu de la série à présenter une composante RPG, que je trouve très réussie et qui n'a pas si mal vieilli. Kain dispose d'un inventaire dans lequel il stocke de nombreuses armes, plus ou moins efficaces et bénéficiant chacune d'une animation soignée. Les formes inférieures de morts vivants sombrent rapidement dans la trahison. Avec mon armure d'os, ils réfléchissent longuement avant de me défier. Notre vampire acquiert également des sorts qu'il peut utiliser pour neutraliser, ralentir ou même contrôler ses ennemis. Kain doit adapter son équipement, armes et armures, aux différents types d'ennemis qu'il croise. Dans Soul Reaver, l'approche est tout autre. Alors que Kain avait affaire à des humains et des créatures démoniaques, Raziel va devoir affronter des vampires, rejetons dégénérés de ses anciens frères. Or, les vampires ne meurent pas de simples blessures. Heureusement, ils ne sont pas invulnérables, et après les avoir étourdis, Raziel pourra, selon les circonstances, choisir de les brûler, de les noyer ou de les détruire à l'aide de son épée spectrale. Comme pour l'exploration, le joueur doit prendre en compte son environnement s'il veut venir à bout de ses ennemis. Soul Reaver 2 simplifie la chose puisque Raziel ne combat plus de vampires. Les ennemis peuvent être éliminés grâce à de simples armes, la plus efficace restant la Soul Reaver elle-même. Blue Domain 2 reprend certaines mécaniques de son aîné, avec cependant moins de variété dans les actions possibles. Enfin, Legacy of Kain Défiance fait le choix d'un gameplay beaucoup plus vif et nerveux, clairement inspiré de la licence Devil May Cry.
Une très bonne idée, même si les combos restent limités. Sans être exhaustif, je pense avoir dit l'essentiel sur la série Legacy of Kain. Il me tenait à cœur de vous faire partager mon enthousiasme, ma passion pour cette licence. J'espère vraiment vous avoir donné envie de vous plonger dans cet univers sombre, gothique et ô combien fascinant. Le dernier épisode, Legacy of Kain Défiance, est sorti en 2004, il y a presque 20 ans. De nombreuses suites et projets ont été depuis annulés, mais personnellement, je ne désespère pas de voir naître un jour un nouveau jeu estampillé Legacy of Kain. Que vous soyez fan ou non, j'attends avec impatience vos retours dans les commentaires, afin de pouvoir échanger avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.